Écoutez, nous allons commencer. Bonjour et bienvenue à tous et à tous. Merci de vous joindre à nous, à nos midi conservation mensuels organisés par le réseau de milieux naturels protégés. Donc, pour ceux et celles dont c'est la première participation à l'un de nos webinaires, vous remarquerez qu'il est impossible pour vous d'ouvrir votre micro ou votre caméra. Donc, c'est normal, pas de panique. Pendant la présentation, je vous inviterai à utiliser uniquement la boîte questions et réponses qui se situe en bas de votre écran pour poser vos questions. Donc, cela permettra de toutes les regrouper au même endroit, puis ces questions seront adressées à la conférencière à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Guylaine Rios-Robles, biologiste et chargée de projet chez Québec Oiseau, un organisme sans but lucratif dont la mission est de favoriser le développement du loisir ornithologique, de promouvoir l'étude des oiseaux et de veiller à leur protection et à celle de leurs habitats. Faisant partie de l'équipe de conservation, Guylaine travaille sur divers projets en lien avec la protection des oiseaux en péril, dont les oiseaux champêtres et l'hirondelle de rivage. Ayant fait sa maîtrise en écologie urbaine, elle s'intéresse aussi à l'impact des menaces anthropiques sur les oiseaux. Depuis qu'elle a rejoint Québec Oiseau, elle s'engage activement sur des projets essentiels comme la certification Ville Amie des oiseaux. Et plus récemment, elle a initié un nouveau projet crucial sur les défis que rencontrent les oiseaux en milieu urbain. Et aujourd'hui, elle nous présente ces enjeux. Donc, Guylaine, merci beaucoup d'être présente avec nous. Je vais te laisser la parole et partager ton écran. Et je vous souhaite à toutes et à tous un agréable webinaire. Bon, bonjour à tous. Merci Nelly pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Donc voilà, est-ce que tout est correct pour l'écran? C'est parfait. Super. Donc Nelly m'a bien introduite. Voilà, donc je travaille pour Québec Oiseau. Elle a déjà expliqué un petit peu en quoi on est qui. Je vais aujourd'hui en fait vous parler surtout sur la certification Ville des oiseaux. Étant donné que Québec Oiseau, on est vraiment l'interlocuteur de premier plan dans tout ce qui traite les dossiers des oiseaux dans la province, nous sommes le partenaire provincial de ce programme au Québec. Mais il s'agit tout à fait d'un programme qui est créé puis géré par Nature Canada. Donc, en bref, je vais parler de la certification en tant que telle, pourquoi on devrait appliquer à cette certification-là, c'est quoi un ville ami des oiseaux, pourquoi devons-nous agir, c'est quoi que les municipalités peuvent faire, puis la démarche de certification. Puis à la fin, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle initiative qu'on a chez Québec Oiseaux pour sensibiliser un petit peu le monde sur les menaces qui pèsent sur les oiseaux en milieu anthropique, comme les collisions avec les fenêtres, la pollution lumineuse et également la prédation par les chats. Donc, pour Villami des oiseaux. En fait, c'est un programme qui a été établi par Nature Canada en 2020 grâce en financement d'Environnement et Changement climatique Canada. Et Québec Oiseau soutient ce programme-là depuis 2021 également. L'objectif de cette certification est vraiment d'offrir aux municipalités et leurs partenaires des normes claires afin d'être vraiment un milieu sécuritaire pour les oiseaux. Beaucoup des villes sont déjà certifiées à travers le pays. Des grosses villes comme Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton sont certifiées. Et au Québec, on a déjà 3 villes certifiées. On a la première ville, c'était Sainte-Anne-de-Bellevue. Puis cette dernière année, on a eu la ville d'Hudson et la ville de Dorval. Puis récemment, quand même, plusieurs villes au Québec ont entamé le processus ou ont quand même montré un intérêt à se faire certifier. Donc, de façon générale, c'est une certification qui consiste à des points qui sont attribués en fonction des preuves qu'on peut donner à l'appui ou par des preuves solides qui démontrent qu'un processus est en cours euh, de se faire. C'est une certification qui peut être considérée comme un cadre stratégique qui va vraiment aider à la conservation des oiseaux dans une ville. C'est une norme qui sert également d'outil qui permet vraiment d'évaluer de manière indépendante si une ville se montre respectueuse des oiseaux en tout moment. Ensuite, la raison d'être
euh, certifiés. Donc, on a pourquoi un ville, ça serait intéressant de se faire certifier. Donc, on a ce marque d'honneur, une source de fierté pour la population, proclame en fait que la ville s'investit concrètement pour aider les oiseaux à inverser le déclin de la population à vivre sur notre territoire. C'est un homme qui est très rigoureuse pour mesurer vraiment l'impact et l'avancement des efforts que la ville fait pour protéger les oiseaux. Puis en tant que ville amie des oiseaux, la ville rejoint un réseau de villes, donc une communauté aussi qui partage les mêmes convictions. Donc, la conception du programme permet vraiment aux villes de choisir des éléments et de prioriser sur quels critères elles veulent travailler. Donc, ça permet vraiment d'offrir des pistes pour les villes, pour rendre les villes plus sécuritaires pour les oiseaux. Donc, en agissant rapidement dans nos villes, le Canada a la possibilité de créer des environnements urbain bénéfique aux oiseaux, puis aux humains pour les générations à venir. Donc, en gros, c'est quoi un ville ami des oiseaux? Un ville ami des oiseaux, c'est un ville qui va travailler pour réduire, atténuer les menaces. C'est une ville qui va permettre de mobiliser les résidents. Donc, les résidents vont admirer ces mobilités pour faire le suivi des oiseaux. On en parle aussi l'implication des autorités municipales, donc l'adoption des politiques qui vont aider à protéger les oiseaux. On a aussi les milieux naturels qui sont rétablis et conservés. On a l'implication des organismes qui vont aider à réaliser des activités pour sensibiliser et protéger les oiseaux. Puis on a aussi la création d'une équipe qui va vraiment diriger puis superviser les initiatives qui vont se faire dans la ville pour les oiseaux. Mais pourquoi devons-nous agir? Donc, on sait tous que les oiseaux sont en fort déclin. On compte en fait aujourd'hui en Amérique du Nord avec 3 milliards d'oiseaux de moins qu'il y a eu il y a 50 ans. Puis on sait qu'un des principaux facteurs de ce déclin, c'est la perte d'habitat. Et principalement, cette perte d'habitat est surtout due aux activités humaines. Donc, on parle souvent de l'étalement urbain et l'urbanisation. Donc, cette certification vise en fait à freiner ce déclin des oiseaux en milieu urbain en diminuant les principaux facteurs de risque. Ensuite, pourquoi protéger les oiseaux? On aime les oiseaux, surtout. Mais aussi, les oiseaux jouent quand même, on sait que dans la nature, ça joue quand même un rôle très essentiel dans le métier des écosystèmes. Donc, on veut apporter cette, l'apport qui normalement ils ont en nature, mais on veut quand même l'avoir en ville. Donc, ça permet vraiment un maintien des écosystèmes sains, résilients, et ça apporte un plein d'effets, des bienfaits pour la santé et la société. Ils vont contribuer beaucoup au contrôle des insectes nuisibles. Donc, on parle aussi de la lutte biologique. Ils vont, comme tous les insectes pollinisateurs, ils vont aussi aider à la pollinisation et la dispersion des semences. On en parle beaucoup d'études qui parlent du bienfait des oiseaux pour la santé. On parle de santé mentale, on parle de la connexion avec la nature. Puis, plus récemment, il y a beaucoup de retombées économiques de l'écotourisme. Donc, on sait que le loisir ornithologique commence à être de plus en plus populaire. Donc, ça peut attirer du monde dans les villes pour observer les oiseaux. Donc, euh, qu'est-ce que les villes peuvent faire pour cette certification-là? Excusez, ma flèche est partie. OK. Bon. Donc, on sait que l'expansion urbaine se poursuit. Donc, il faut réagir rapidement pour assurer cette protection, puis soutenir la population des oiseaux en Amérique du Nord. Donc, dans les cadres de la certification Ville des oiseaux, euh, il y a des critères obligatoires, puis des critères optionnels qu'on a séparés en catégories qui ont été définies pour donner pour les collectivités pour qu'elles puissent en fait mettre en œuvre certains
mesures pour donner un meilleur habitat pour les oiseaux. Pour le critère obligatoire, premièrement, on va parler de la formation d'une équipe Villami de Oiseaux qui va vraiment s'assurer de faire avancer le projet. On en parle aussi d'une invitation à participer à la communauté autochtone sur le territoire. Donc, il y a une perspective autochtone qui devait être incluse dans ces programmes. Nature Canada s'attend à que le candidat pour la certification identifie sur quel territoire autochtone la municipalité se trouve, puis d'encourager à participer les communautés autochtones locales. On en parle aussi de le soutien de la municipalité. Donc, ça peut être une résolution du conseil municipal ou un lettre de soutien qui provient de quelqu'un, un haut fonctionnaire de la ville. On en parle une fois que la certification a été obtenue. On parle de fournir un rapport d'activité qui va être donné avant le premier anniversaire, donc un rapport annuel. Mais également, il s'agit d'un statut qui est valable pour 12 ans. Donc, à chaque 12 ans, il faudrait faire un renouvellement en montrant de nouvelles preuves du progrès, pardon, et fournir de nouvelles preuves pour la certification. On en parle aussi de, une fois que la certification est obtenue, d'afficher ça sur le site web de la municipalité, puis finalement organiser un événement qui souligne la Journée mondiale des oiseaux migrateurs. C'est une journée on célèbre souvent pour la migration d'automne, de printemps en mois de mai, puis à l'automne au mois d'octobre. Et voilà. Ensuite, pour les critères optionnels, ce qu'on vise souvent, c'est vraiment de réduire les menaces. Donc, c'est souvent les menaces qu'on va souvent trouver en milieu anthropique. On aperçoit ces quatre principales menaces. Donc, on va parler surtout les chats. Donc, on estime que les chats domestiques pourraient quand même être responsables de près de 75% des morts des oiseaux au Canada. Donc, on parle aussi la population des chats errants, mais aussi les chats des propriétaires qui vont aller à l'extérieur. On en parle beaucoup de la collision. Donc, on estime qu'au Canada, 25 millions d'oiseaux vont mourir à chaque année après s'être frappés avec des fenêtres. On en parle aussi de la pollution lumineuse. Donc, on sait que ça va altérer beaucoup le cycle naturel de la lumière. Donc, ça peut entraîner beaucoup d'impact au niveau de la faune, la flore, puis les écosystèmes. Puis, évidemment, la perte d'habitat. Donc, on parle que l'expansion humaine puis l'urbanisation est en train, ça réduit beaucoup l'habitat des espèces-là. Donc, on veut travailler un petit peu de ces quatre aspects-là au niveau des villes pour réduire les menaces en milieu anthropique. Ensuite, donc, en quoi ça consiste la certification? Le Ils ont séparé les critères optionnels en trois grosses catégories. Donc, on en parle. La première, c'est réduction des menaces. Donc, c'est tous les règlements, les mesures que les villes vont appliquer afin de vraiment réduire les menaces qui vont peser sur les oiseaux en milieu anthropique. On en parle en deuxième lieu de la protection et restauration d'habitat et la résilience avec les changements climatiques. Donc, c'est tous les plans d'urbanisme, de développement durable, des politiques avec protection de la biodiversité, tous les petits plans que les villes vont faire pour garder, conserver les milieux naturels. Puis dernièrement, on va voir tout ce qui touche l'éducation et la sensibilisation de la population. Donc, c'est la mobilisation puis l'implication de la communauté. Et donc, célébrer aussi les oiseaux dans la collectivité. Ensuite, donc en parlant des trois critères optionnels, on va parler des pointages. Donc, on va, par exemple, réduction des menaces. Il y a 7 actions qui sont possibles avec un total de 19 points. Donc, on va surtout parler des mesures qui vont essayer de réduire la prédation avec les chats, les collisions avec les fenêtres, les pesticides, la pollution lumineuse, mais aussi le plastique. Ça fait partie aussi des réductions des menaces. On a pour la deuxième catégorie, on a les aires protégées, les politiques de biodiversité, comme j'avais mentionné. Donc, il y a 8 actions possibles dans cette catégorie-là. Puis en dernier, on a
la sensibilisation du public. Donc, on veut vraiment l'implication des organismes partenaires. On veut l'implication des écoles, des programmes d'éducation, des ressources disponibles et des événements qui vont vraiment impliquer la communauté à participer avec 8 actions possibles. Et finalement, on a 3 niveaux de certification. Donc, on a le niveau de base, les niveaux intermédiaires et les niveaux élevés. Donc, dépendamment de la pondération, la ville qui va appliquer va avoir certification à un niveau précis. Puis, on s'entend à ce que, une fois le renouvellement dans 2 ans, essayer d'augmenter ce niveau-là. Donc, de progresser un petit peu dans la certification. Pour les démarches de certification, premièrement, la première étape à faire, c'est la création d'une équipe Villami de Oasis. Donc, c'est une équipe vraiment qui est composée en fait de différents groupes de citoyens motivés principalement. Donc, ça peut être composé, par exemple, des groupes qui sont voués à la protection de la nature, qui sont présents dans la ville. Ça peut être aussi des personnes qui font partie des groupes d'ornithologie. Ça peut être des organismes qui travaillent dans la conservation, des représentants municipaux. On veut quand même qu'il y ait un contact qui se fait avec l'équipe et la municipalité. On veut quand même que ça soit aussi, par exemple, des groupes autochtones qui soient inclus dans l'équipe, des entreprises, des établissements d'enseignement, des chercheurs. Donc, on veut quand même des citoyens motivés qui font partie de cette équipe et qui vont vraiment avancer le projet. Donc, on veut que ça soit une responsabilité partagée, conjointe, puis que ça soit très volontaire. Ensuite, pour la prochaine étape, c'est d'établir la situation actuelle, donc vraiment établir une ligne de base, c'est-à-dire les membres de l'équipe vont se documenter, se renseigner de toutes les mesures ont été déjà mises en place par la ville et voir tout ce qui est les points faibles, les points forts, les améliorations à faire, pardon. Ensuite, établir un plan d'action. Donc, vraiment développer un plan d'action en fonction des priorités qui ont été identifiées au moment de l'évaluation pour ensuite appliquer puis faire la demande pour l'accréditation et la certification en fournissant, surtout que chaque critère, chaque mesure soit fourni, soit à l'appui, soit vraiment avoir un appui qui montre vraiment que la ville, pas juste le règlement, mais l'appui qui vient avec ce règlement-là. Donc, voilà, ça c'est ce qui touche en traitant la certification Villami des oiseaux. Maintenant, je vais vous parler surtout de nouvelles initiatives qu'on a chez Québec Oiseau. Concernant le ménage sur 20, c'est une initiative qui a été développée pour aider les municipalités à répondre à différents critères qu'on voit dans la certification Villami des oiseaux. Donc, on va surtout parler des 3 principales menaces qu'on trouve dans les milieux anthropiques, donc les collisions avec les fenêtres, la pollution lumineuse, la prédation par les chats. Donc, on sait que beaucoup d'oiseaux se portent assez bien dans les villes, comme on peut voir dans les grosses villes, les moineaux domestiques, les pigeons, certains oiseaux qui sont quand même assez abondants, mais ça n'empêche qu'il y a certaines menaces qu'on peut trouver en milieu tropique. Donc, Québécois sont en fait, avec cette nouvelle initiative, on veut travailler dans la sensibilisation, mais surtout outiller les citoyens et les municipalités face à ces enjeux, puis pour les aider en fait à rendre les milieux plus respectueux des oiseaux. Donc, je vais expliquer un petit peu euh, les 3 problèmes avec pourquoi ce problème, les petites solutions très rapidement qu'on peut donner, puis que nous, chez Québec Oiseau, on veut faire pour travailler dans ces enjeux-là. Donc, premièrement, on a les collisions avec les fenêtres. On sait que la prédation par les chats, c'est la principale cause des déclins des oiseaux, la cause liée à l'humain qui entraîne le déclin des oiseaux, mais la pollution à la fenêtre se situe en fait en 12e rang.
Donc, on estime qu'au Canada, par exemple, entre 16 et 42 millions d'oiseaux meurent à chaque année euh, suite en collision avec les fenêtres. Donc, c'est vraiment un problème les oiseaux, en fait, ils voient pas cette barrière-là qui est devant eux, fait qu'ils ont tendance à confondre par le reflet, par exemple, des végétations qui se trouvent proches du bâtiment ou le ciel qui est reflété dans la fenêtre ou, par exemple, si, il y a un effet de transparence. Donc, en parlant un petit peu plus en détail, le problème des collisions avec les fenêtres est surtout le principal facteur de risque, c'est la proportion de surface vitrée on peut trouver dans un bâtiment. On estime qu'à haut de 50% de surface vitrée, ça peut entraîner des problèmes au niveau des collisions avec les oiseaux. Et ensuite, on a aussi les propriétés de la vitre en tant que telle qui peut avoir des problèmes. On en parle l'effet de réflexion. Comme je viens de mentionner tantôt, c'est l'effet de refléter de surfaces végétalisées, des milieux, des parcs, des milieux naturels qui sont devant les bâtiments. Ça va être reflété dans la vitre, donc ça peut confondre les oiseaux puis passer à travers. On a aussi le ciel, ça peut être reflété. On a aussi l'effet de transparence. Donc, c'est souvent quand il y a euh, des attraits attirants pour les oiseaux de l'autre côté, ils vont avoir tendance à penser qu'ils peuvent passer à travers. On a pas un petit peu moins l'effet des passages. Normalement, en nature, les oiseaux vont tendance à passer par des espaces qui sont foncés, donc on appelle ça plus des trous noirs dans la végétation. Donc, des fois, la vitre, dépendamment de l'angle de la lumière et tout, il va avoir un aspect plutôt noir, donc il y a l'effet des passages qui peut entraîner des problèmes. Mais aussi, on a l'orientation et l'emplacement de la surface vitrée. Donc, si c'est devant un pack de milieu naturel, des arbres, des arbustes, donc ça peut augmenter euh, la possibilité de collision. Mais aussi, on en parle de l'auteur. On a tendance à penser que les oiseaux vont surtout collisionner dans les édifices très hauts. Oui, ça entraîne beaucoup de collisions, mais ça entraîne juste 1% de collisions. C'est souvent les oiseaux qui vont voler en hauteur, puis que les conditions météorologiques sont moins bonnes, donc ils vont voler moins haute. À ce moment-là, ils vont tendance à se frapper à des gros bâtiments, mais la plupart des collisions se passent au niveau des arbres. Donc, c'est souvent s'il y a un arbre à une certaine hauteur qui est devant la surface vitrée, c'est surtout ça qui entraîne les problèmes, c'est le niveau des arbres, mais aussi on a beaucoup de collisions au niveau résidentiel. Donc voilà, on peut en parler des solutions qu'on peut trouver très rapidement. C'est surtout au niveau réglementaire aussi qu'on peut un peu en parler. C'est souvent des plans d'urbanisme ou de la construction de nouveaux bâtiments qui peuvent implémenter des règlements afin de vraiment faire des bâtiments qui sont sécuritaires pour les oiseaux. Pour les nouveaux bâtiments, c'est diminuer surtout les ratios des surfaces vitrées. On sait que maintenant, la mode, c'est de construire des bâtiments qui sont carrément tout en vitre. Donc, ça serait vraiment de réduire cette portion de surface vitrée dans le bâtiment, de peut-être aller chercher de types de vitres qui vont moins refléter, par exemple, la végétation qui est en face, euh, faire des conceptions sans effet des passages, par exemple, comme on voit dans la photo, on voit l'angle, le vitre est vraiment en 90 degrés, donc ça peut entraîner qu'on peut voir à travers de l'autre côté ou carrément construire des marqueurs visuels directement qui vont permettre vraiment aux oiseaux de repérer qu'il y a une barrière devant eux. Et on a également la construction des façades décoratives, donc souvent l'intégration d'éléments architecturaux qui vont faire en sorte que les oiseaux vont être capables de déterminer qu'il y a quelque chose qui est devant eux, puis pas quelque chose qui est transparent en fait. On a aussi des solutions pour les bâtiments déjà existants. Donc, on va parler souvent, par exemple, comme on voit dans la photo, l'intégration des autocollants, des patrons spécifiques qui vont aider
aux oiseaux de repérer qu'il y a un obstacle devant eux. On en parle aussi, par exemple, d'intégrer sur des bâtiments déjà existants des façades, des éléments architecturaux qui vont aider aux oiseaux de repérer la fenêtre devant eux. Donc, c'est un petit peu, façon générale, les solutions qu'on peut avoir pour cette problématique-là. Mais nous, chez Québec Oiseau, par exemple, ce que nous, on veut faire, on veut surtout faire un guide qui va vraiment permettre d'outiller différents publics, donc les municipalités, les entreprises ou même les personnes, les résidents qui veulent traiter leur fenêtre chez eux pour réduire vraiment euh, cette problématique-là. Donc, vraiment un guide qui va avoir les bonnes pratiques afin de vraiment de faire des bâtiments qui sont plus respectueux des oiseaux. Cette guide-là également va permettre que les gens puissent soient capables de vraiment faire eux-mêmes une évaluation afin de voir la problématique, d'identifier les bâtiments qui sont problématiques, puis les fenêtres qui sont à cibler. Pas toutes les fenêtres des fois qui sont problématiques, donc on va essayer de vraiment concentrer les solutions sur les fenêtres qui posent plus de problèmes. Cette guide-là va permettre également outiller le monde pour faire des suivis des collisions des oiseaux et donc trouver ensemble des solutions qui peuvent vraiment euh, permettre de réduire cette menace. Pour l'information, plusieurs études qui parlent de cette problématique-là on parle que un des deux espèces les plus collectionnées, c'est les espèces qu'on voit dans la photo. Donc, on voit la paruline couronnée puis les roitelets à couronne dorée. C'est deux espèces on voit souvent dans les études qui sont beaucoup collectionnées dans le fenêtre. Ensuite, je vais vous parler de la pollution lumineuse. Donc, on n'a pas souvent de la pollution lumineuse, puis les effets qu'elle a surtout sur les humains, mais on en parle moins des effets qu'il peut avoir sur les oiseaux. Donc, je vais tantôt en parler un petit peu sur la problématique, mais évidemment, on sait que la pollution lumineuse, c'est vraiment l'utilisation excessive de la lumière artificielle pendant la nuit. Donc, on sait que ça entraîne quand même beaucoup des conséquences. Ça altère vraiment le cycle naturel de la lumière. Donc, il y a beaucoup d'impact sur la faune, la flore et les écosystèmes. Donc, pour les oiseaux, en fait, les problèmes, c'est surtout, ça entraîne beaucoup de problèmes, par exemple, au niveau de la désorientation. Donc, la plupart des oiseaux, à l'exception évidemment des hiboux puis des engoulevents, sont très actifs les jours, donc leurs yeux sont adaptés surtout pour la vision diurne. Donc, ils ont une visibilité un petit peu moins efficace pendant la nuit, mais cependant, on sait que nombreuses espèces des oiseaux migrateurs vont migrer la nuit pour moins affronter les prédations, les températures sont moins chaudes, donc ils vont souvent tendance à migrer la nuit. Donc, ils sont souvent dotés plutôt des sens magnétiques qui vont vraiment ils vont naviguer surtout en utilisant les champs magnétiques de la Terre. Donc, l'éclairage artificiel de la nuit va vraiment perturber ces mécanismes d'orientation. Donc, normalement, de façon naturelle, ils vont se guider surtout par les sources lumineuses naturelles qui sont très faibles pendant la nuit. Donc, l'effet d'avoir beaucoup de lumière artificielle va dévier ces oiseaux de leur trajectoire migratoire. Ensuite, on a vraiment la perturbation des rythmes circadiens. Donc, on a plusieurs études ont déjà démontré que ça modifie beaucoup le comportement des oiseaux. Donc, ça va modifier surtout la recherche de nourriture, mais aussi la communication vocale. Il y a beaucoup d'études, par exemple, qui ont été faites avec le merle d'Amérique, qui ont montré que le chant matinal du merle a été beaucoup plus tôt dans les zones où il y avait beaucoup d'éclairage artificiel, tandis que dans les zones à faible éclairage artificiel, les merles continuent à chanter à peu près au même moment. Donc, on voit que ça peut entraîner beaucoup, étant donné que beaucoup d'oiseaux chanteurs vont déclencher leur chant
à l'aide du soleil. Donc, ça peut entraîner un dérèglement un petit peu dans la communication vocale. On a trouvé aussi que ça influence également les collisions avec les fenêtres. Donc, avec la pollution lumineuse, un fort éclairage dans le ciel peut amener les oiseaux à se concentrer dans les zones urbaines et donc rester emprisonnés et donc augmenter la susceptibilité à collisionner avec les fenêtres. Donc, les oiseaux, comme j'avais dit au début de la présentation, ils vont, des fois, avec les conditions météorologiques moins bonnes, par exemple, si la nuit est nuageuse ou s'il y a une faible visibilité, ils vont tendance à descendre, voler plus bas et donc être beaucoup attirés par les lumières. À ce moment-là, ils vont être emprisonnés et vont avoir tendance le lendemain, quand ils vont réessayer de s'envoler, c'est là, à ce moment-là, qu'ils vont surtout collisionner avec les fenêtres. Ensuite, on a d'autres impacts qu'on en parle un petit peu moins, mais étant donné que la pollution lumineuse affecte pas seulement les oiseaux, mais les autres animaux, peut par exemple affecter la survie des insectes dont de nombreux oiseaux vont s'en nourrir, mais aussi ça peut perturber la croissance des plantes dont plusieurs oiseaux en dépendent. Pour la pollution lumineuse, on va parler surtout des changements politique. Donc, c'est souvent des changements, des règlements et des mesures que les municipalités vont donner afin de diminuer la quantité de lumière extérieure qu'on voit pendant la nuit. Par exemple, il y a beaucoup de villes qui ont déjà établi des règlements, par exemple, les changements des lampadaires. Donc, on peut utiliser surtout des lumières d'ailes, mais à faible Kelvin. Donc, c'est en bas de 3000 Kelvin. Ensuite, on a des règlements qui vont vraiment aider à réduire l'intrusion de la lumière, l'éclairage dans les grands bâtiments, par exemple, des règlements qui vont permettre de contrôler un petit peu le temps, de l'intensité, tout ce qui touche la source des lumières, mais aussi l'éclairage dans les éléments qui sont non structurels, par exemple, dans les autoroutes, dans les stationnements il y a beaucoup de lumière. Donc, puis il y a surtout aussi les règlements qui vont être associés à des milieux près des milieux sensibles. Par exemple, des bâtiments qui vont être à côté des parcs, des milieux de conservation. Et on en parle aussi, beaucoup de solutions qui touchent à ça, c'est la sensibilisation. Ça, c'est vraiment encourager vraiment les propriétaires et les occupants des bâtiments, des maisons, des, bloquer l'émission de la lumière vers l'extérieur. Donc, par exemple, en utilisant des rideaux qui vont bloquer euh, la lumière qui est émise à l'extérieur de la maison, diminuer l'utilisation de l'éclairage extérieur, par exemple, tout ce qui touche les garages à l'extérieur de la maison. Donc, vraiment diminuer l'utilisation inutile de la lumière. Donc, on en parle d'utiliser des contrôles de la lumière, par exemple, avec détecteurs de mouvement au lieu de laisser la lumière allumée toute la nuit. Sinon, pour tout ce qui touche les volets québécoiseaux, nous, on veut surtout travailler la sensibilisation. Donc, on va sensibiliser le public pour une gestion responsable de la lumière qui est émise vers l'extérieur. Donc, on veut également établir de bons partenariats avec des intervenants qui sont du secteur, par exemple avec des personnes des secteurs de l'astronomie. On en parle aussi avec de la construction. Donc, on veut vraiment établir de bons partenariats pour encourager vraiment la gestion responsable de l'utilisation de la lumière. On veut également travailler avec les municipalités euh, pour essayer de donner des règlements, de travailler avec les règlements et des sortes d'initiatives qu'on est en cours de route. Donc, on veut développer des sortes d'outils de sensibilisation, mais également des nouvelles initiatives qui sont en développement chez Québec Oiseau. Pour la prédation des chats, c'est un sujet qui est encore controversé. Donc, on sait en fait, le chat, c'est la cause de mortalité des oiseaux la plus importante qui est liée à l'activité humaine, donc à l'humain. La prédation constitue en fait
risque très élevé pour les oiseaux migrateurs. Au Canada, par exemple, on estime qu'entre 100 et 350 millions d'oiseaux sont tués chaque année par les chats. D'ailleurs, en fait, on en parle, ça c'est surtout les chats qui vont beaucoup à l'extérieur. Donc, on va parler surtout des chats errants, mais aussi des chats des propriétaires qui vont être laissés aller à l'extérieur. D'ailleurs, on sait que, en fait, les chats qui vont à l'extérieur ont une expérience de vie de 5 ans ou moins. Contrairement aux chats qui vont rester à l'intérieur, ils vont quand même vivre plus longtemps. Donc, on sait qu'au niveau de la santé de votre chat, ça entraîne moins de risques si le chat reste à l'intérieur. Pour la problématique, pourquoi les chats, c'est un problème? En fait, premièrement, c'est une espèce exotique envahissante qui est introduite par l'homme. Donc, de façon naturelle, les chats ne font pas partie intégrante de l'écosystème en Amérique du Nord. Donc, les chats domestiques c'est un descendant, en fait, des chats sauvages d'Europe et de l'Afrique. Donc, ça n'existait pas en Amérique du Nord avant que les Européens arrivent dans le continent. Donc, un des raisons qui ont été introduites ici, c'était pour réduire la population des rongeurs dans les champs. Donc, c'était une des principales causes pourquoi ils sont amenés ici. Donc, il a commencé à être très abondant dans le continent qu'à partir des années 1800. Donc, c'était vraiment relié à l'arrivée des Européens. Les chats, en fait, ils vont également compétitionner avec les prédateurs indigènes qui sont présents ici. Par exemple, ils vont souvent se nourrir par les rongeurs, par les oiseaux qui vont être les proies des certains oiseaux de proie qui sont déjà en déclin. Par exemple, les bouts des marais, les boussards des marais, qui sont déjà des oiseaux, des proies en déclin. Donc, les chats vont compétitionner avec ces prédateurs-là. Et un des avantages qu'ont les chats avec propriétaires, c'est que euh, comparé aux prédateurs indigènes, les chats ils ont un abri sûr à l'intérieur de la plupart du temps. Donc, ces chats-là, même des fois, s'ils sont bien nourris, ils vont avoir quand même tendance à se cacher sans nécessairement s'alimenter de la proie. On estime aussi qu'entre 20% et 30% des proies capturées par les chats, ce sont des oiseaux. Voilà. Euh, et c'est ça, comme on parle, la plupart la plus cause importante de la de mortalité chez les oiseaux liés à l'humain, c'est les chats. Donc, on peut quand même parler des solutions quand même très efficaces pour réduire la population des chats euh, euh, dans les villes. Premièrement, on a le côté réglementation. Donc, il existe déjà plusieurs réglementations qui sont au niveau des chiens. Donc, pourquoi pas l'appliquer pour les chats? Donc, on sait que pour les chiens, on parle qu'on laisse pas les chiens aller dans les propriétaires du voisin. Donc, ça devrait être aussi appliqué pour les chats, de rester chez vous, à l'intérieur de votre terrain. Donc, on parle beaucoup de l'application des règlements administratifs. On en parle aussi des stratégies actives pour réduire la population des chats errants, donc de vraiment établir des mesures pour contrôler la population des chats errants. Par exemple, il y a certains programmes, par exemple, l'SPCA qui a le programme capture, stérilisation, relâchement qui vont aider un petit peu à réduire la population des chats errants. Mais pour les chats des propriétaires, on va parler des solutions qui peuvent être appliquées afin de contrôler les chats à l'extérieur. Donc, si votre chat est vraiment un chat très extérieur, on va parler peut-être de poser, de mettre le collier qu'on voit dans la photo, Bird to be Safe. C'est vraiment un collier qui permet de réduire, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui permet quand même de réduire 87% des nombres de chats qui ont été capturés des oiseaux, pardon, qui étaient capturés par les chats. C'est une solution qui est quand même assez simple, efficace et abordable. Et en fait, ça consiste en des patrons de couleurs qui vont permettre aux oiseaux de les détecter et donc s'échapper avant que les chats les capturent. Par exemple, on parle beaucoup de laisser les chats à l'intérieur des maisons. Donc, une fois que le chat est laissé à l'intérieur, de maintenir le chat actif. Donc, on veut évidemment stimuler le chat pour qu'il fasse l'exercice et tout. Donc, d'installer des pêchoirs à l'intérieur, des griffoirs, donc de quand même maintenir une certaine activité avec votre chat. Donc, prend le temps de jouer avec le chat.
On appelle aussi des chatios. C'est d'aménager votre cour pour que votre chat accède à l'extérieur sans se sauver. Donc, c'est plus sécuritaire pour les chats et pour les oiseaux. Donc, on en parle d'installer, par exemple, des couloirs, des clôtures qui vont empêcher les chats d'aller ailleurs. Donc, on en parle des chatios. Puis, il y a d'autres mesures comme promener les chats avec une harnais. Ça reste que c'est cute quand même de voir un chat avec une harnais, mais voilà. On en parle aussi de stériliser votre chat domestique pour diminuer la population des chats errants, mais aussi d'identifier avec, comme on en parle toujours, avec la micropousse ou des médailles. Donc, pour Québec Oiseau, ça consiste en fait à peu près le même concept que pollution lumineuse. Donc, on va parler des sensibilisations du public pour une gestion responsable de leurs animaux de compagnie. Donc, on parle aussi d'établir des partenariats avec des intervenants du secteur. Donc, on va parler, par exemple, faire du partenariat avec les refuges d'animaux pour qu'ils sensibilisent les personnes qui vont adopter des nouveaux chats. On parle avec les animaleries aussi, avec des vétérinaires qui pourraient aussi faire de bons partenariats. On en parle aussi des partenariats avec la municipalité pour le règlement et pour la sensibilisation, les campagnes de sensibilisation pour la gestion responsable des animaux de compagnie et d'autres initiatives qui sont en cours de route puis en développement chez Québec Oiseau. Donc, voilà, pour conclure, les oiseaux sont menacés et c'est à nous vraiment d'enrager pour les sauver. Donc, la protection des oiseaux en ville, c'est l'affaire de tous. Et donc, voilà, je laisse mes coordonnées là. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire par courriel. Et là, je vous invite à me poser des questions. Voilà. Merci beaucoup, Mylène. C'était vraiment très intéressant. J'ai déjà regardé pour une collerette pour mon chat. Moi, personnellement, je trouve ça très bien cute. Donc, merci Voilà. beaucoup. Donc, comme tu disais, on va passer maintenant à la période de questions. Donc, je l'ai mentionné au début, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte Q&R qui se situe en dessous de votre écran, puis je les poserai pour vous. Et on a déjà deux questions qui sont rentrées pendant que tu présentais, dont une posée par Vincent Lemire. Est-ce que cette certification de ville amie des oiseaux est limitée qu'aux villes? Serait-il possible, par exemple, pour un arrondissement de la ville de Montréal d'être certifié? Ah, c'est une question qu'on travaille récemment avec Nature Canada parce que il y a eu déjà l'intérêt des certains arrondissements spécifiques qui veulent se faire certifier. Donc, pour l'instant, ça n'a pas été conçu pour les arrondissements. Nature Canada voulait absolument que ce soit des villes concrètes qui postulent pour cette certification-là. Mais on est en train de voir directement avec Nature Canada s'il existe la possibilité de le faire parce qu'on sait que les arrondissements à Montréal, ils ont un certain c'est différent comparé aux autres villes parce que chaque arrondissement a son propre conseil élu, son propre maire. Donc, euh, on veut essayer de voir avec Nature Canada si ça existe la possibilité. Donc, c'est en cours d'analyse avec Nature Canada. Ok, et puis j'imagine que l'arrondissement peut aussi approcher la ville pour parler déjà de Absolument. cette certification, puis essayer de faire déjà un contact. Oui, peut-être si plusieurs arrondissements se mettent d'accord pour faire ça, puis donner un petit peu plus de pression pour la ville de Montréal au complet. On sait déjà c'est entamer les processus pour la ville de Montréal, donc on essaie tranquillement de peut-être aller chercher plutôt la ville de Montréal au complet. Donc, si jamais plusieurs arrondissements veulent le faire, peut-être de se mettre ensemble, peut-être aller chercher plus la ville de Montréal. Ça serait plus intéressant de chercher la ville de Montréal au complet. Ok, merci. Nous avons Sébastien Simard qui nous demande, est-ce qu'il existe des normes de construction des bâtiments ou des propriétés spécifiques de verre à recommander? Entre parenthèses, indice de réflectance, surface bruinée ou autre. Oui, mais en fait, il y a beaucoup, par exemple, à Toronto, il y a beaucoup déjà des règlements puis des mesures standardisées qui ont été déjà établies par Toronto. Toronto, c'est quand même une ville qui est assez avancée dans cet aspect-là. Nous, ce qu'on veut, c'est d'essayer de l'apporter dans la province ici.
donc en parler un petit peu plus. Donc oui, effectivement, ça assiste beaucoup de mesures. Puis déjà, par exemple, à Montréal, il y a une compagnie qui fait déjà des verres euh, qui inclut tout de suite des patrons qui sont identifiés par les oiseaux, qui sont déjà inclus dans la vie tout court. Donc, euh, c'est sûr qu'ici au Québec, on va essayer tranquillement de l'apporter, puis on peut quand même essayer de donner un coup de pouce pour amener ces règlements ici. Donc, ça existe à Toronto et peut-être bientôt ici. Et c'est bon. Toujours Sébastien Simard qui nous demande, est-ce qu'il y a des trousses de sensibilisation pour la prédation des chats envers les oiseaux que la ville peut utiliser? Nous, c'est un de nos objectifs dans notre nouvelle initiative, c'est de développer cet outil-là. Donc, on est en cours de développement. On a déjà un dépliant qui a été déjà fait dans le passé. Donc, on travaille là-dedans. Donc, c'est vraiment notre nouvelle initiative, c'est de vraiment travailler dans cet outil-là. Donc, on veut vraiment outiller le monde, surtout les municipalités, euh, à cet enjeu-là. Donc, voilà, c'est vraiment en cours de développement chez Québec Oiseau. Et merci. Est-ce que la liste des villes amies des oiseaux est affichée quelque part? Oui, en fait, étant donné que c'est un programme qui a été fait par Nature Canada, c'est sur leur site web. Donc, sur leur site web, si vous allez dans la page des villes amies des oiseaux, il y a un cadre avec toutes les villes au Canada qui sont certifiées. Donc, Je tout peux, se trouve sur le site de Nature Canada. je peux essayer, je pense que j'ai trouvé peut-être le lien. Je peux vous le mettre dans la boîte chat. Hop, j'espère que tout le monde l'a reçu. Normalement, c'est bon. On a une question. Donc, ça, c'était la question de Suzy Bergeron. Désolée, j'ai oublié de la présenter. On a une autre question, Johanna Riboulet, qui nous demande est-ce qu'une ville peut faire la demande de certification, par exemple via le comité de consultation en environnement, ou est-ce important que ce soit un groupe citoyen externe à la ville? Non, pas du tout. Si la ville veut absolument s'impliquer d'elle-même, absolument, il n'y a aucun problème. En fait, je peux quand même aider à cette comité-là de peut-être aller chercher des citoyens intéressés à l'intérieur de la ville s'il y a d'autres organismes qui sont partis de la ville euh, qui aimeraient ça participer au, au projet. Donc, non, absolument. En plus, on encourage que ce soit la ville qui prenne l'initiative. Donc, c'est encore mieux si c'est la ville directement qui prend l'initiative. Et Suzy Bergeron nous demande s'il y a de la documentation de référence disponible à partager pour une ville qui désire se certifier. J'imagine que sur votre site Québec Oiseau, il y a de quoi, là. Je peux essayer de le chercher, mais je te laisse répondre. Oui, absolument. Sur notre site web aussi, on a des onglets qui vont parler vraiment de tout ce qui touche les menaces urbaines. On a aussi l'onglet Villamé des oiseaux. Puis Nature Canada aussi, on a développé avec eux des versions françaises pour un boîte à outils. Donc, c'est un guide d'accompagnement qui a été fait afin d'aider aux villes qui veulent appliquer à cette certification-là. Donc, c'est un guide d'accompagnement qui possède des exemples pour chaque critère ou des exemples des villes qui ont déjà été certifiées. Donc, ce document-là se trouve sur le site de Nature Canada en français. Donc, on a travaillé avec eux pour traduire tous ces outils-là. Je pense que c'est le lien que j'ai dû partager précédemment parce que c'est en français. Donc, c'est peut-être celui-là, je suis tombée dessus. Mhm. Ok, merci. On a Diane Choquet qui nous demande que pensez-vous du produit UV liquide de Windows Alert pour prévenir les collisions? Parce que moi, mon perso, je ne connais pas. Oui, oui, c'est comme un genre des liquides qu'on nous-mêmes on peut mettre sur le fenêtre pour faire des points. Je pense que ça peut être un bon moyen de dernier recours si c'est vraiment quelque chose qu'on veut absolument parce qu'on voit que la problématique est là puis qu'il faut vraiment agir tout de suite. Ça peut être une solution rapide, facile à appliquer. Évidemment, ça entraîne que
c'est moins efficace dans le sens que c'est moins, ça dure moins longtemps. Ça peut facilement s'effacer, par exemple, avec la pluie. Donc, je pense que ça peut être une mesure de dernier recours rapide, mais à long terme, c'est peut-être pas la meilleure à choisir. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que, eh ben, pour l'instant, j'ai fini les questions. N'hésitez pas si vous en avez encore. Donc, on devrait terminer sinon on va terminer ce webinaire. Donc, merci à tous de votre participation. Merci à toi, Guylaine, pour cette super présentation. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter notre prochain Midi Conservation qui aura lieu en fait le 25 septembre et portera sur les principaux enjeux liés à la conservation et à la restauration des milieux humides au Québec et au Canada. Peut-être vous partager, vous verrez peut-être mieux. Tac. Donc voilà, c'est notre prochain Midi Conservation en septembre. Puis sachez aussi qu'il y aura la journée des membres qui se tiendra le 24 septembre. Elle aura lieu en Estrie et nous aurons la chance d'en apprendre davantage sur la restauration de l'écosystème agroforestier dégradé. Donc que vous appreniez, que vous entrepreniez des travaux de ce type ou non, que vous ne sachiez pas par où commencer ou que vous soyez tout simplement curieux, ben, cette journée pourrait vous intéresser. Pour ne rien manquer aussi, je vous inviterai à vous abonner à notre infolettre générale ainsi qu'à nos réseaux sociaux. Je peux vous mettre aussi les liens dans la boîte chat. Et il me semble qu'il y avait une autre question de dernière minute. Ah non, Gilles Dufour nous dit merci. Merci à vous tous encore, encore une fois. Puis je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup, Guylaine, Merci à et toi à pour bientôt. l'invitation. Ça fait plaisir. Bye. À bientôt, tout le monde. Au revoir.